Hélène, bienvenue. Merci Henriette, bonsoir à tout le monde, bonjour, bonsoir. Merci d'être là Joséphine, Eva, Sandrine. Sandrine, elle a fait, je pense, pratiquement toutes les conférences de la journée. Donc, merci d'être là avec nous sur cette dernière intervention. Attention, et c'est pas la plus petite, c'est vraiment un sujet mais tellement, tellement intéressant. Alors, laisse-moi juste revenir ici. Alors, Hélène, je sais que ce qui m'a touchée déjà, ce qui est marrant, c'est qu'avant cet événement, j'avais demandé à certaines expertes d'enregistrer une vidéo pour partager c'est quoi Brie pour elles. Et j'ai vraiment été touchée par ta vidéo et la manière dont tu as finalement partagé ta vision de ce que ça voulait dire Brie. Donc, j'aimerais d'abord commencer par un peu parler de ton expérience avant de rentrer dans les stratégies qui vont aider toute notre audience à briller également et revenir un petit peu sur toi, ton expérience. Parce qu'il y a quelque chose, comme tu disais, dans ce que tu m'as partagé donc avant le séminaire, les épreuves que j'ai traversées, notamment un burn-out suivi d'un cancer agressif. Si on commençait exactement là, c'est à peu près à quelle période? Est-ce que ces deux événements arrivent à peu près au même moment? C'est où exactement? Oui, effectivement, c'est arrivé en 2019, fin 2019 pour le burn-out. Ouais. Et puis quasiment 9 mois après, le cancer en 2020, en août 2020. Ouais. D'accord. Et quand tu dis, parce que bon, ce sont deux événements quand même très, mon Dieu, burn-out, c'est déjà, bon, je pense que beaucoup de femmes ici ont sans doute peut-être rencontré ou connu cette expérience-là. Et on sait à quel point ça nous a perturbés. En tout cas, moi, je sais que quand je suis tombée à cause d'un burn-out, ça me prend des mois et parfois des années à m'en remettre. Comment est-ce que comment tu te remets de ce burn-out? Commençons par cette expérience-là. Eh ben, écoute, je vais pas te mentir, je me suis faite coacher. D'accord. En fait, ça a été ma première expérience avec le développement personnel. C'était en fin février, début mars 2020. Du coup, la première fois de ma vie que j'ai fait appel à un coach. Moi, j'avais jamais fait appel ni à des psys, ni à des coachs. Et je sais pas pourquoi, je voyais que j'allais pas bien. Je voyais que j'étais triste tout le temps, que je pleurais tout le temps, que j'allais vraiment pas bien. C'est pas du tout dans mes gènes ni dans mes habitudes. Et en fait, je me suis tournée vers un coach, vers une coach, sans savoir du tout ce que c'était le coaching. Vraiment, je suis honnête, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Tu as fait choisir un coach plutôt qu'un thérapeute, par exemple? J'avais l'image, et ça m'appartenait à l'époque en tout cas, que les psys, c'était s'asseoir sur un divan, discuter et qu'il n'y avait pas de passage à l'action. Et moi, je suis une femme d'action et du coup, on m'a eu parlé du coaching, mais je n'en avais pas fait l'expérience. J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de passages à l'action. Et du coup, c'est ce qui m'a attirée, en fait. C'était plus l'envie de m'en sortir, mais pas juste en parlant à quelqu'un et rien faire de plus, mais vraiment de prendre action dans cette espèce de thérapie, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était de la thérapie aussi. Donc, voilà. Et si je te demande un petit peu les événements autour du burn-out, qu'est-ce qui t'a amené à te sentir comme tu te sentais dans cet état de burn-out? Alors, j'ai vécu un licenciement extrêmement difficile. Donc, c'était un licenciement économique. Donc, en soi, ça, c'était OK. Sauf que les personnes qui m'ont licenciée à ce moment-là n'ont pas vraiment géré correctement la communication. Et je me suis retrouvée pendant à peu près 4 mois à être un peu, tu sais, mise à l'écart, on me fermait la porte au nez des réunions, on me disait bonjour, enfin, on m'évitait. Enfin, ça a été vraiment un mobbing pendant 4 mois qui s'est installé progressivement, en fait, et petit à petit. Et en fait, le cumul de ces 4 mois où ça a été très difficile, le fait que je ne comprenais pas pourquoi on réagissait comme ça avec moi, j'étais vraiment dans cette incompréhension de mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Puis je me posais beaucoup la question, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? D'accord. Et puis voilà, c'est ça qui m'a menée un peu.
Donc, à cette époque-là, si je comprends bien, tu n'es pas encore dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas encore ta propre boîte. Hein? Donc, tu as un licenciement qui est agressif et donc, ça t'amène dans cet état de burn-out et tu travailles donc avec un coach. Est-ce que pendant que tu travailles avec le coach, est-ce que tu as l'impression de te sortir du burn-out ou Ouais. Vraiment, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais donc j'ai su rebondir très rapidement par rapport au travail. Hein. Donc, quand je m'a licenciée de manière assez brutale, c'est parce que quand même, on est rentré dans mon bureau à 9h du matin, on m'a hurlé dessus, on m'a demandé de rendre les clés, l'ordinateur, le téléphone et de me casser, mais en hurlant. Vraiment violent, verbalement violent. Enfin, il y avait Et du coup, donc, je suis partie là, j'ai plongé dans mon burn-out. Et la coach m'a permis, donc ma confiance en soi, forcément, elle a chuté complètement parce que j'avais jamais été traitée comme ça, et encore moins dans le milieu professionnel. Donc, pour moi, c'était hallucinant. Donc, j'ai perdu toute confiance en moi. J'ai quand même retrouvé un travail, donc j'ai été licenciée pour le 28 février. Au 1er mars, j'avais un autre travail. J'ai les compétences, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Mais par contre, à l'intérieur de moi, j'étais complètement anéantie. J'avais perdu confiance en moi. La coach, elle m'a permis justement de reprendre confiance. Elle m'a vraiment aidée à me retrouver, en fait, qui j'étais avant ce licenciement compliqué. Elle m'a vraiment permis de me remettre sur les rails, en fait. Donc, cette situation t'avait en fait quelque part changé, en fait, avant que tu fasses le coaching. Ouais. Ah oui. D'accord. Et si je te demande justement par rapport à ton thème principal, on commence déjà avec cet événement-là, comment est-ce que tu as fait pour transformer ce trauma-là en une opportunité de vie? Je dirais que à l'époque, j'ai pas le sentiment d'avoir transformé ce trauma. Pour moi, c'était juste normal de passer à autre chose rapidement et je m'y suis pas arrêtée, en fait. Je dirais qu'à ce moment-là de ma vie, je savais pas encore comment faire. Je faisais de manière naturelle, mais je m'y attendais pas. C'est pas lui qui m'a révélé, en fait. C'est pas lui qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. D'accord. Enfin, ça en a fait partie, mais au moment où ça arrive, je suis pas en conscience de tout ça. Donc, pour moi, je veux juste tourner la page le plus rapidement possible et oublier ce qui s'est passé et tracer ma route, quoi. Tracer ta route, revenir à la normale, genre. Ouais. À ce moment-là, c'est ça. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que finalement arrive ce deuxième événement? Parce que ça, c'est un burn-out, on peut imaginer de découvrir qu'on a un cancer. En plus, tu dis un cancer agressif. Donc, c'est pas un petit truc qui est parti juste comme ça, quoi. Non. Ok. Ouais. Alors, ça arrive à peu près combien de temps après l'événement du burn-out, ça? Écoute, donc février, je suis licenciée, fin février. Le cancer est diagnostiqué le 6 août 2020, donc quelques mois. Quelques mois plus tard. Hein. 6 mois après. Et là, c'est une grosse claque. Là, c'est pas du tout ce qui était prévu, n'est-ce pas? Personne ne prévoit ça à son agenda et c'était inattendu. Parce que pas de cancer dans ma famille du sein, donc pas de précédent, des pas génétiques. Et en plus de ça, c'est un cancer un peu plus rare du sein parce qu'il est inflammatoire. Donc, c'est pas la présence d'une boule à l'intérieur du sein, c'est tout le sein qui s'enflamme, en fait. Okay. Et tu as quel âge à ce moment-là, à peu près? 35 ans. 35. Donc, même en termes d'âge, c'est pas ce qui est plus courant non plus d'avoir un cancer du sein à cet âge-là. Non, ouais. Alors malheureusement, c'est de plus en plus tôt, mais ça reste jeune. Ouais. Donc comment cette nouvelle, comme tu dis, c'est une claque, ça veut dire quoi pour toi à ce moment-là? En fait, l'image qui me vient, c'est tout simplement, il y a tout qui s'effondre sous mes pieds, en fait. C'est la chute, quoi. Ça, c'est on me diagnostique. En fait, au moment de l'annonce, je suis seule avec le médecin. Ma famille n'est pas en Suisse avec moi. Ils sont en vacances. Moi, parce qu'entre-temps, j'avais commencé des études de coaching et
j'avais commencé à me former sur mes vacances, donc j'avais plus de vacances. Donc c'était plein de mois d'août. Moi, je travaillais et donc je suis seule pour l'annonce. Et là, c'est, en fait, c'est le choc, en fait, il n'y a pas de mots, quoi. Il y a pas de mots pour décrire ce moment. C'est même pas le chaos, il n'y a plus rien qui se passe dans ta tête, quoi. C'est une mini mort, en fait, au moment où j'avais à ce moment-là l'image en tête voilà, du cancer, de ce que ça peut être, et l'image première qui nous vient, c'est la mort, quoi. C'est ça qui est premier. Tout à fait, tout à fait. Totalement. C'est une des maladies encore où vraiment quand tu l'apprends, effectivement, il y a encore beaucoup de personnes qui en meurent, donc ça. Ok, allons un peu plus loin, parce qu'au moment de l'annonce, c'est justement ce silence, comme je dis, c'est comme une petite mort. Mais les jours d'après, comment est-ce que parce que là, tu es vivante, tu n'es pas morte. Donc, comment est-ce que tu avances? Comment tu continues? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça a été relativement rapide, je dois avouer. Donc, le premier jour, forcément, c'est petite mort, le choc, je pleure toutes les larmes de mon corps et un peu plus. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai pas vraiment beaucoup dormi la nuit, mais je me réveille avec la bonne idée d'aller sur Internet regarder ce qu'on va me faire comme traitement, etc. Enfin, en tout cas, les examens. Et alors, je le déconseille à tout le monde. Je déconseille fortement d'aller sur Google, taper les mots qu'on entend, regarder ce que j'ai fait moi, le diagnostic, pronostic vital. Je déconseille à tout le monde de le faire parce que là, je me suis effondrée. À tel point que donc j'étais chez une amie et mon amie s'est réveillée, donc il était à peine 6h du matin. Et en fait, là, je prends conscience que je peux pas ne pas rebondir. J'ai mon fils, il a 3 ans et demi à ce moment-là. Et je me souviens de pleurer, regarder mon ami pleurer et lui dire, mais Hugo ne peut pas vivre sans sa maman. C'est pas possible. Je refuse. Et en fait, c'est à ce moment précis que je refuse d'être malade. Je refuse de subir cette maladie, en fait. C'est relativement rapide, c'est qu'en moins de 24 heures, je dis, OK, il y a ça, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Je vais tracer ma route. Voilà. Il est là le vrai moment. Ou même face à une maladie qui semble déclarée, là, ça y est, c'est l'arrêt de mort, tu te rends compte que tu as quand même un choix, même à ce moment-là. Oui, complètement. C'est énorme. En fait, exactement ça. C'est une question de choix. Je me souviens vraiment à l'intérieur de moi, vraiment de faire le choix de non. Moi, je vais vivre. Je vais vivre parce que j'ai envie de vivre, mais aussi parce que j'ai un petit garçon qui, à ce moment-là, il a 3 ans et demi et que c'est no way, c'est hors de question, en fait. En fait, c'est à ce moment précis que mon mindset, il commence complètement à vriller, complètement à changer. D'accord. Et donc, comme tu dis que ça a été vite, ça veut dire quoi finalement pour toi quand on dit que ça a été vite? Quelles sont les actions? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Écoute, rapidement, donc je mets en place ma stratégie. Certains pourraient dire que c'est du déni. Moi, c'était une stratégie volontaire. Je mets en place la stratégie en parlant au médecin, je lui dis, écoutez, je ne veux rien savoir. Je veux pas savoir comment ça évolue, je ne veux pas savoir à quel stade j'en suis, je veux rien savoir. Je me rappelle lui dire, faites votre boulot, moi je ferai le mien. Et ça m'a sauvée quelque part. Parce que le fait d'être dans un déni volontaire, en fait, de ne pas vouloir savoir comment ça évolue, est-ce que ça s'aggrave, pas. Tant qu'on ne sait pas, on n'est pas mentalisé, on n'est pas affecté par l'extérieur. Et donc, pour moi, ça a été sauveur. Ça a été sauveur. J'ai quand même su, après mes chimios, qui ont quand même duré 6 mois, j'ai posé la question à quel stade j'en étais. Mais donc, ça a duré 6 mois avant que je pose la question. Avant que tu poses la question. Et comment se passent ces 6 mois? Parce que là, c'est 6 mois en sachant quand même que tu as cette maladie. Comment se passent ces 6 mois pour toi maintenant?
À partir de ce moment-là, c'est un pas après l'autre. En fait, on va de rendez-vous en rendez-vous. Et pas de regarder la fin, parce que ça paraît trop lointain. En tout cas, en ce qui me concernait, c'était trop lointain. Donc, j'allais aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le médecin, c'est quand le prochain rendez-vous? Et c'était vraiment mes petits pas, en fait. Ouais. Mon objectif, c'était d'arriver au prochain rendez-vous. Ouais. Comme ils étaient sur une courte durée, je voyais que c'était faisable, en fait. Du coup, ça me motivait à aller au suivant. Ouais, j'adore. C'est fou parce qu'effectivement, c'est une adversité, comme on peut dire, c'est l'une des plus difficiles que tu puisses imaginer. Mais quand j'écoute ce que tu dis, finalement, tu l'approches comme, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais comme un projet, en fait, comme n'importe quel projet avec une décision et un pas à la fois, quoi. C'est ça. Ce qui est intéressant de voir, parce qu'aujourd'hui, je suis coach et je suis formée dans plusieurs écoles, à plusieurs méthodes, etc. Et donc ça, la stratégie des petits pas, c'est quelque chose qu'on apprend dans le coaching. À l'époque, je ne suis pas formée. Je n'ai aucune idée de ça et je le fais en fait de manière complètement naturelle. Et c'est vrai que quand j'ai préparé la conférence, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Et c'est difficile pour moi de me remettre en arrière et de voir, décortiquer en fait. Je n'arrive pas sur le papier à le décortiquer. Si on me pose des questions, c'est plus facile pour moi. Mais cette stratégie-là en fait, tu as parlé de projet. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais deux projets. J'avais le projet de vivre, mais en fait, ça n'a pas été mon principal. J'avais un deuxième projet qui était ma reconversion professionnelle. Et ça, c'est hyper important que j'en parle parce que ce qui m'a porté tout le long de ma maladie, de mon fils, de l'envie de vivre et tout ça, c'est le fait que je voulais tellement devenir coach professionnel et avoir cette reconversion que je n'avais que ça en tête. C'est ça. J'avais que ça. Et donc, toutes mes pensées, toute mon énergie était destinée au coaching. Il restait peu d'énergie pour la maladie et pour se plaindre ou pour... Non, parce que c'était tu vois, le focus, il était orienté reconversion professionnelle. En fait, la vie, en fait. Ouais. Complètement. Tu étais complètement focus sur la vie et ce que tu voulais vivre. Mais parle-moi un peu de cette reconversion. Quand est-ce qu'elle se glisse là-dedans? À quel moment? Elle se glisse entre le burn-out et le cancer. Quand je me suis faite coacher, donc pour la première fois de ma vie en 2019, j'ai tellement aimé ça parce que j'ai débloqué des choses en 3 mois. Elle m'a permis de débloquer des blocages qui duraient depuis des années en fait. Que j'ai dit, mais moi, je veux faire ça en fait. Je veux faire. Moi, dès que tu me parles d'action et de rapidité, moi, tu m'as conquéri quoi. Moi, j'adore ça. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je dis que je décide de changer de métier. Et d'ailleurs, je travaillais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaillais et j'avais posé toutes mes vacances de toute l'année pour mes formations en présentiel à Genève. Donc en fait, parce que je ne voulais pas dire à mon chef que je me formais à autre chose, je voulais que personne ne le sache. Et donc en fait, toutes mes vacances, c'était destiné au coaching. Donc c'est vraiment, j'ai commencé en juin 2020. Donc 2 mois avant l'annonce, ça a été mes premiers pas dans le coaching, en tout cas dans la première formation. C'est incroyable. Souvent, c'est ce qu'on observe. Au moment où tu vis une catastrophe incroyable personnellement, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de d'éclore au même moment, en train de... Ok. Donc, combien de temps enfin, je veux dire, entre le moment, parce que là, tu as toute cette chimio, comme tu dis, ça a pris 6 mois. Quand tu arrives au bout de ces traitements, où est-ce que tu en es au niveau de ton projet de coaching? Au bout de 6 mois, donc on est en février 2021. En fait, je démarrais ma deuxième école de coaching. D'accord. Donc la première était, j'avais suivi les cours, mais en fait, j'assistais en présentiel. Mon formateur de Genève, il a été exceptionnel parce que ça me permettait de sortir de chez moi, j'assistais aux cours, sauf qu'en fait, je retenais rien du tout. À savoir que les traitements étaient tellement forts que pendant, ça a duré, je pense, 9 mois, mon cerveau
c'était une passoire. Je retenais rien, en fait. J'avais l'impression d'avoir un gruyère à la place d'un cerveau. J'avais beau lire des trucs, je comprenais pas. J'avais beau entendre des trucs, je comprenais pas. Donc, en fait, mon premier formateur m'a laissé récupérer les modules quand j'ai eu fini les chimios. Parce que j'avais rien retenu. Et malgré ça, avant de finir mes chimios, je suis tombée sur une deuxième formation qui m'a tellement impactée que je dis, je veux me former aussi ici. Et je suis partie dans une deuxième formation sans avoir fini la première, en fait. D'accord. Donc, si je te demande maintenant de quelle façon est-ce que ces événements, maintenant avec le recul un petit peu, de quelle façon est-ce que tu as transformé finalement ces tragédies, si on peut dire, en des opportunités pour toi? En fait, ça a été l'ouverture, j'ai le mot l'ouverture de conscience, l'ouverture de... Ouais, ça a été une grosse prise de conscience. C'est-à-dire que... Je vais t'arrêter 2 secondes parce que je crois qu'il faut qu'on définisse quelque chose avant de partir là, dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu appelles une opportunité d'abord? Une opportunité, pour moi, ça va être... J'ai l'image d'un trampoline, tu vois. Tu peux être dans les airs, tomber, et ce trampoline, il va te permettre de rebondir et d'aller ailleurs. Pour moi, en fait, les opportunités, c'est des fois, tu es en haut, tu vis ta meilleure vie, parce qu'avant d'être licenciée, quand même, le métier que je faisais, c'était un métier passion. Hein. Je développais une start-up, j'adorais ça. D'accord. Donc, tu étais dans quelque chose que tu aimais déjà, en fait. J'aimais énormément mon métier. J'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais en haut. Et puis, il y a eu ce licenciement économique parce qu'on n'avait plus d'argent. On était en train de développer un produit et la société n'avait plus d'argent parce qu'on avait tout mis dans le produit. Donc, c'était un licenciement économique. On pouvait plus. Donc, il y a eu cette grosse chute par rapport à comment est-ce que ça a été fait, en fait. Donc, je suis tombée vraiment de mon piédestal. Je ne sais pas si on dit piédestal en français. Ça marche aussi. Voilà. Bref, tu m'as comprise. Je suis tombée et le tremplin, c'est ce qui m'a permis de rebondir. Et c'est là que j'ai eu cette opportunité, cette deuxième opportunité parce que je me suis cassé la gueule, j'ai connu autre chose, en fait. C'est ça. Et elle est là, l'opportunité. Elle est dans le fait de ne pas avoir peur de tomber, ne pas avoir peur de vivre un échec. Parce que, en général, si on sait voir les choses, il y a des opportunités derrière, vraiment. Donc, voilà, pour moi, j'avais envie de vous partager cette image pour définir l'opportunité. Et c'est très important parce que tout le monde n'a pas la même définition. Quand on dit le mot opportunité, il y a plusieurs personnes qui... Alors, ce que je retiens dans ton image de l'opportunité, c'est finalement c'est un coup de pouce de la vie qui t'amène dans une direction, mais c'est quand même encore ta responsabilité là-dedans que de répondre à ce coup de pouce et ensuite d'avancer dans cette direction aussi. Sûr. Ça reste toujours un choix. Je pense que j'ai simplifié ma façon de choisir aujourd'hui parce que pour moi, tout est question de choix. On a toujours le choix, tout le temps, pour tout. Et donc, en fait, c'est facile quand tu intègres ça dans ta vie, en fait, tu as tout le temps le choix. Tu peux choisir de te morfondre ou tu peux choisir, malgré le fait que c'est compliqué, de continuer, en fait, et d'aller de l'avant. C'est qu'une question de choix, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, essayons d'aider ceux qui éventuellement se retrouvent dans des situations qui sont difficiles et des fois quand on est plongé dans un drame, dans un trauma quelconque, c'est un peu difficile de voir la lumière. Donc, quelle est la première chose qui peut aider une personne à justement voir l'opportunité? Au moins ne serait-ce que la reconnaître, avant même d'y aller, mais au moins la reconnaître. Tu viens de mettre le mot sur la chose la plus importante, en fait. Avant de transformer un trauma en opportunité, la première chose à faire, c'est de le reconnaître, de le voir, de mettre sa conscience dessus, en fait. C'est le first step. C'est vraiment la première chose à faire. Et comment est-ce que tu reconnais un trauma? Déjà, je pense qu'il y a des symptômes
peux bien évidemment reconnaître, parce que si tu es en burn-out, bah, tu vois bien que tu n'es pas la même personne qu'avant, que potentiellement tu pleures plus qu'avant, tu n'es plus dans la joie, tu rigoles plus, voilà, il y a plein de petits symptômes. Si c'est un trauma qui est dû à une agression, par exemple physique que tu as vécu, bah, tu le sais, en fait, tu le vois, sauf en cas d'amnésie, mais ça, c'est encore autre chose. Mais la première chose, vraiment, c'est de reconnaître, de voir qu'il y a trauma. Et en général, tu vois, un trauma, en fait, c'est quand ton corps, et quand il y a une réaction émotionnelle. On vit tous des traumas tout le temps. On pense qu'un trauma, c'est une agression physique ou un accident ou une maladie, mais c'est pas que ça, en fait. Tu peux traumatiser de plein de choses différentes et dans ton enfance, notamment, tu en vis des centaines de traumas. Pour parler de trauma, comme tu dis, ça peut être des choses simples. Moi, je sais que j'ai vécu un mini traumatisme juste à cause de rénovation dans la maison, tu vois. Ah, mais c'est possible, bien sûr. En fait, c'est ce que j'allais dire. Le trauma, plus il va y avoir de la répétition et de l'intensité, par exemple, si c'est quelqu'un de ton entourage proche, une figure d'autorité, hein, un parent, un professeur à l'école. Donc, plus il y a intensité et répétition, plus le trauma est là, en fait. Tu peux par exemple, les personnes les enfants qui s'entendent dire tous les jours ah non mais t'es trop bête, oh non mais t'es trop bête, oh non mais t'es nul, oh non mais tous ces trop bêtes et t'es nul cumulés et à répétition font que plus tard il y a un trauma, en fait. Parce que tu l'as cumulé pendant des années par une personne, par exemple, admettons, c'est ton papa ou ta maman ou ton frère ou quelqu'un qui est dans ton entourage proche qui te le répète à longueur de journée ou ton professeur à l'école, bah, en fait, ça crée des traumas. Donc, c'est pas que la maladie, c'est pas que le burn-out, c'est pas que l'accident, c'est pas que les agressions. Il y a d'autres types de traumas. Donc, en fait, tout le monde en vit. Tout le temps. Le premier pas, c'est de le voir, savoir le reconnaître. Tu peux même prendre un stylo, une feuille de papier et écrire tout ce que tu as l'impression qui t'est resté un peu en travers de la gorge quand tu étais petit, par exemple. Voilà, moi j'ai vécu ça m'a pas plu, ou le fait qu'on m'ait dit ça ou qu'on m'ait fait ça m'impacte encore. Je m'en souviens encore. Tu sais, quand on fait ça, je m'en souviens encore, c'était... j'avais 5-6 ans, j'avais 7 ans et je m'en souviens encore. Ça peut être des traumas. Donc, tu peux déjà les mettre sur papier parce que tu les reconnais, en fait. Tu reconnais leur présence. Tu vas pouvoir limite leur donner vie pour être entendu. Voyons l'autre côté. Pour la personne qui n'a pas reconnu un trauma et qui vit avec, ça donne quoi, en fait? Bah, ça peut donner quelqu'un qui va revivre à répétition ce même trauma, en fait. C'est ça le danger, le danger de ne pas se rendre compte qu'on a vécu des traumas ou qu'on vit des traumas. Le danger, il est dans le fait qu'ils vont se reproduire, en fait. Tant qu'on n'a pas compris comment on transcende un trauma, tant qu'on ne l'a pas changé, il peut se reproduire sous plein d'autres formes, pas forcément avec les mêmes personnes, en fait. C'est ça le risque, en fait. C'est que moi, j'ai vu souvent le cas avec des femmes que j'ai accompagnées qui ont vécu des attouchements enfants. Il y a eu par la suite d'autres formes d'agression sexuelle. En fait, tant qu'elles n'ont pas mis le nez dans ce trauma, en fait, potentiellement, il peut encore y en avoir. D'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder, même si c'est pas agréable, même si c'est de loin la chose qu'on a le moins envie de faire. Ça demande du courage d'aller regarder nos ombres, en fait. Tout ce qui nous a modulé étant jeune. Si on a vécu des traumas, c'est pas agréable. Mais ça nous aide, en fait, par la suite. Ok.
Revenons encore un peu. Est-ce que selon toi, il y a des petits et des gros traumas ou un trauma est un trauma? Je dirais que dans la conscience collective, ça existe. Mhm. Moi, il n'y a pas de petits traumas et il n'y a pas que des grands traumas. Parce D'accord. que comme je te disais, ça a la même valeur. En fait, la personne qui se sent traumatisée, Ouais, elle en a rien à faire que pour toi ou pour moi, ça soit pas important. c'est Pour ça, elle, oui. Donc en fait, il n'y a pas de petits traumas. c'est ça. Pour moi, il n'y en a pas. Et je te dirais que la répétition, le fait que plus souvent tu l'as vécu, ce Mhm. trauma, plus il est fort en fait. Donc même si c'est des paroles, même si c'est, je sais pas moi, des fessées, Mhm. parce qu'à l'époque, hein, quand on revient 30-40 ans en arrière, c'était plutôt. Mhm. Aujourd'hui, heureusement, ça l'est plus. Mais tout ça, ce sont des traumas et donc il faut pas les minorer, ça se dit pas comme ça, mais il faut pas les rendre petits en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, à partir du moment où une personne a reconnu son trauma, qu'est-ce qu'elle a comme option à ce moment-là? La première, c'est de libérer les émotions en fait. C'est vraiment d'aller entendre ce trauma. Mhm. D'abord, tu le reconnais et ensuite tu l'entends, tu l'écoutes, tu qu'est-ce qu'il a à te dire ce trauma? Qu'est-ce Mhm. qu'il a à te dire de toi? Mhm. Euh, c'est le moment de t'analyser. C'est le Mhm. moment d'aller regarder justement euh, qu'est-ce que ça dit, euh, qu'est-ce que cet événement dit de moi, Mhm. quelles sont les forces peut-être que je peux découvrir suite à cette épreuve. Mhm. Donc tu vois, c'est vraiment le moment, ok, là je me pose et je réfléchis. Ouais, Ça me dit quoi en fait? Ça me d'accord, dit quoi? d'accord. Et est-ce que c'est à ce moment-là que les décisions et les choix peuvent se faire ou c'est pas le moment encore? Je pense que oui, tu peux déjà commencer à décider parce Mhm. que qu'est-ce que cet événement difficile t'apprend? Mhm. Qu'est-ce que j'en fais ensuite? C'est ça. Qu'est-ce que je décide de faire de ça? Ouais. Est-ce que je décide de continuer à être mal avec, avec ce trauma, à peut-être m'apitoyer, à peut-être être encore en position de victime? Mhm. Ou est-ce que je décide que j'ai envie de changer de cet état et de changer, d'aller explorer autre chose? Mhm. Ça n'enlève en rien le fait que ce trauma, il existe, il a existé dans ta vie et tu peux pas changer le passé. Par Ouais, contre, tu peux changer ta perception que tu as de cet événement. ouais, ouais. Ça, c'est fort. Donc, à partir du moment où tu changes la perception sur l'événement, qu'est-ce que ça donne dans la réalité pour la personne qui change la perception? Est-ce elle se libère de ce trauma automatiquement ou qu'est-ce qui se Alors, passe pour elle? il y en a pour qui le simple fait de reconnaître un trauma, le simple fait d'en parler, de poser sur papier, de voir qu'il y a eu ça, de l'analyser un petit peu dans un premier temps, ça va les aider, effectivement. D'accord. Il y en a que ça va libérer. Euh, Après, il y a des traumas qui sont plus conséquents, en tout cas sur la personne, et il va falloir plus d'actions à mettre en place. Mais déjà, c'est un très bon premier palier, j'ai envie de dire. D'accord. Et ensuite, quand tu as fini ton analyse, tu peux commencer gentiment à aller voir bah, c'est quoi les leçons que j'apprends de ça. Mhm. Quelles sont les leçons que m'amène cette épreuve? Mhm. Qu'est-ce que je décide d'en faire? Mhm. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est vraiment de dézoomer. Hein, je Mhm. fais exprès souvent, un trauma, on va le voir à cette distance, en fait. Ouais, Puis là, l'idée, c'est de dézoomer ouais, pour avoir une vision beaucoup plus large de l'événement. ouais. Et, euh, et à partir de là, bah, tu vas pouvoir te poser la question, OK, bah, qu'est-ce que je fais de cet événement et en quoi ça peut me servir aujourd'hui? Et tu vois, le tremplin, il commence à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Parce que là, je vois dans ce que tu expliques, moi, je vois l'image de vraiment en fait, tu dois aller, si tu veux profiter du tremplin, il y a vraiment une idée il faut aller vers ce trauma, en fait. Ouais, complètement.
encore une fois, je l'avoue, hein, c'est pas agréable. Souvent, c'est pas agréable d'aller de replonger dans des événements difficiles. Moi-même, là, au début de l'interview, quand je me replonge 4 ans en arrière, au début, à l'annonce, je sens en moi que ça bouge quand même, que c'est pas agréable, c'est pas un endroit où j'ai envie de rester longtemps. Parce que j'ai fait le travail et j'arrive à en parler ouvertement et possiblement ça se voit pas à l'écran, c'est ce qui se joue en moi uniquement. Mais encore une fois, c'est un passage qui est obligatoire pour aller de l'avant en fait. On peut pas mettre des œillères, on peut pas vivre dans le déni en fait. Sans quoi on n'arrive pas à avancer de la même façon et peut-être de manière plus rapide aussi, parce que moi je suis vraiment dans le timing, c'est de sortir le plus rapidement d'un trauma en fait. C'est ça, c'est ça. Donc oui, il y en a qui arrivent à sortir de trauma au bout de 20 ans. Moi, c'est pas mon idéal. Moi, c'est pas mon objectif, non. Donc là, je fais un peu le parallèle entre ce que tu es en train d'enseigner et ton expérience personnelle. Donc, si on regarde un petit peu, quand je disais donc d'aller vers le trauma pour pouvoir prendre des décisions, par exemple la décision, parce que quelque part, même en étant avec un expert, un spécialiste, comme un médecin, tu prends quand même un petit peu le contrôle de la situation en disant « voici l'information que tu me donnes et ça, j'en veux pas ». Donc, quelque part, tu as décidé comment tu voulais vivre l'expérience et même en étant face à l'expert, tu as quand même dit voici comment je veux que ça se fasse. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi que on soit, chacun reste aligné à qui il est. Et même si à ce moment-là, le médecin est la figure d'autorité et clairement, je m'en remets à lui pour tout ce qui est protocole médical. C'est pas à lui d'influencer mon mindset. C'est ça. Je me souviens en mars 2020, donc j'étais pas encore malade, j'étais juste en burn-out, mais pas malade de cancer. Je prends la décision d'arrêter de regarder les nouvelles, le journal télévisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, le boulot que je trouve après mon licenciement, je travaille pour un call center, je suis key account manager pour le call center, mais à un moment donné, tous les jours, on nous donnait les informations des morts tous les jours par le Covid. Et comme on était un peu aux premières loges, parce qu'en plus de ça, cette entreprise s'était portée volontaire pour les appels Covid. Enfin voilà. Donc on avait les infos tellement au quotidien. Moi, j'étais en burn-out encore. Je voyais à quel point ça impactait mon moral. Quand je me réveillais le matin, que j'arrivais au bureau et que je voyais il y a eu tant de morts dans le monde, moi, ça m'affecte. Clairement, moi, ça m'affectait, mais terriblement. À ce moment-là, je décide, stop. Je ne veux plus être affectée par l'extérieur. Alors, tu sais, je reprends le pouvoir à ce moment-là sur comment l'extérieur impacte mon intérieur sans le savoir. À l'époque, je ne savais pas du tout. Je voyais juste que j'avais une corrélation de plus je vois qu'il y a des morts, plus je me sens triste pour le monde. J'avais peur. J'étais angoissée, j'avais peur en plus. C'était pas agréable pour moi, donc je décide de tout couper. Et là, je vois que je m'apaise. Et en fait, j'ai juste reproduit ça pendant le cancer. Au lieu d'aller dans cette peur, parce que ça fait peur en fait. C'est des choses qui te font peur, je décide de ne pas rajouter cette peur supplémentaire. Tout à fait, tout à fait. Regardons un petit peu ce que disent, parce qu'il y a des commentaires qui ont été laissés pendant que tu parlais. Il y a Mina qui dit « Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Hélène. On se prend une claque quand on apprend une maladie qui nous tombe dessus et on ne sait pas comment réagir face à ça et surtout comment gérer la suite de notre vie avec cette maladie. Et oui, 1000% d'accord, ne jamais regarder sur Internet, sinon on ne se relève plus. » Tout à fait. Clairement. Sandrine qui dit une vraie battante. Hélène, tu es admirable. Merci. Moi, j'aimerais juste savoir maintenant qu'on a parlé un peu plus en détail et qu'on comprend maintenant l'idée de l'opportunité, qu'on comprend bien quel est le trauma. Maintenant, comment est-ce que, si tu devais dire ça en des termes plus simples maintenant, comment transformer finalement maintenant un trauma en opportunité? Je dirais en fait que tous les traumas sont un tremplin.
Ok. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ouais. Elle est là, l'opportunité. Ok. Donc, le trauma est l'opportunité, en fait. Le trauma est l'opportunité. Wow. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne verrai pas ma vie sans avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Et Dieu sait que j'ai vécu des choses horribles, difficiles. J'ai failli perdre la vie 2 fois la même année. Parce que j'ai eu des complications médicales suite à une opération. Donc, voilà. Donc, j'ai vécu des choses vraiment très difficiles. Et en même temps, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Ouais. Donc, vraiment, aujourd'hui, je chéris tout ce que j'ai vécu. Ouais. Et je ne verrai pas ma vie autrement, en fait. Ouais. Donc, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Ça n'aurait pas dû arriver. Zéro. Je vais peut-être pas dire que je suis heureuse que ça soit arrivé, mais je suis contente d'avoir vécu cet épisode de ma vie, cette expérience que j'ai vécue. Ça reste une expérience, en fait, pour moi. Les traumas sont des expériences. Tant qu'on ne les voit pas comme une expérience pour nous aider à évoluer et à grandir, ça reste des traumas. C'est ça. Le jeu, c'est d'arriver à switcher notre vision, notre perception du trauma en une expérience qui nous permet de grandir. C'est ça. Non, c'est ça. J'adore ton témoignage parce que je crois que quelque part, tu as fait face à l'ultime peur qu'on puisse avoir, qui est la mort, en fin de compte. Hein, et de se rendre compte, en fait, tu reviens de cette expérience avec une connaissance qui est incroyable, c'est que même à ce moment, tu as le choix. Ouais. Complètement. Tu vois, ça c'est... Alors, parle-moi un petit peu de ta vie de femme entrepreneur. Comment est-ce que cette expérience, finalement, est devenue aussi une opportunité pour toi en tant que femme entrepreneur? Eh ben, tout simplement parce que je pouvais plus ne pas partager ce retour d'expérience au monde, en fait. Et au début, quand je me suis formée, j'étais pas du tout spécialisée dans les traumas. D'ailleurs, je voulais pas coacher des personnes malades. Je me sentais pas encore prête. Je refusais. Enfin voilà, je voulais pas. Je voulais pas encore trop côtoyer la maladie. Et c'est à force de coacher d'autres personnes qui n'étaient pas forcément malades, j'ai vu qu'en fait, c'est pas ça qui me plaisait. Ouais. Et en fait, tout simplement, la vie m'a redirigée vers le trauma. Et je me suis formée, spécialisée dans justement les addictions, les traumas, etc. Et j'ai adoré. Ouais. Et en fait, tu sais que tu es à ta place. Et je suis tellement à ma place. Et c'est tellement facile pour moi parce que d'une part, je l'ai vécu. Et de deux, je le vois comme un jeu maintenant. Ouais. Et je pense que quand tu arrives à voir la vie et surtout les événements difficiles de ta vie comme une opportunité pour les transformer en jeu et en apprentissage, moi, je trouve ça magique, en fait. Bah ouais, totalement. C'est incroyable parce que c'est ça, en fait. Le sujet, on parle ici de faire rayonner son message. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment devenu une véritable opportunité. Tu as même essayé, t'as essayé d'aller dans une autre direction, mais la vie t'a ramené à cette expérience. Tu as une certitude, tu as quelque chose à enseigner qui est, bah voilà, c'est ta place. J'adore. Bon, il y a Sandrine, il y a un autre partage ici qui a dit aussi, j'ai eu une relation avec un PN. Il m'a fallu travailler pour reconnaître le PN, effectivement, comprendre ce qui se jouait. Et ensuite, une fois cette prise de conscience établie, stopper la relation. Dernière étape, se reconstruire. Ouais. PN, pervers narcissique. C'est ça. Est-ce que quand tu regardes ces étapes, est-ce que ça correspond? Tu vois là-dedans qu'elle a su transformer? Bien sûr, bien sûr. C'est, tu vois, la reconnaissance en premier. Voir que on est avec quelqu'un qui est pervers narcissique. Voir qu'est-ce que ça nous apporte. Ça, c'est quoi que nous dit cette expérience, cette épreuve. Et ensuite, faire le choix de quitter. On ne va pas rester avec une personne qui est toxique pour nous, on est bien d'accord. Tout comme moi, j'ai fait le choix de faire l'ablation du sein parce qu'il y avait la tumeur et que je ne voulais pas vivre avec la tumeur. Donc, on a tout enlevé, hein, c'est un choix. Et ensuite, se reconstruire, bien sûr. Se reconstruire.
Wow. Et dis-moi maintenant que finalement, toute cette expérience t'a amené vers cette spécialité qui est justement les traumas, les addictions. Aujourd'hui, si je te demande quelle est ta vision idéaliste, utopique, par ton travail, qu'est-ce que tu cherches à amener dans le monde? Cette notion de jeu. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus, d'être dans un domaine qui est touchy, parce que le trauma, on n'aborde pas le trauma avec le sourire, la patate, la joie. Autant, ce que je kifferais par-dessus tout, c'est que les gens se rendent compte que ce sont d'excellentes opportunités pour expérimenter et s'amuser avec la vie, en fait. Je crois que ça serait mon kiff ultime. Donc ça, je sais pas comment je le dis, parce que faut avoir écouté tout ce que j'ai dit avant pour comprendre et pas se dire mais elle est folle, elle, de dire qu'un trauma c'est un jeu. Mais en fait, c'est pour moi, c'est l'étape d'après, en fait. Et c'est donner toute la place au trauma, parce qu'il a toute sa place et il nous dit plein de choses et il donne plein d'informations au trauma, sur lesquelles on va travailler justement, aller de mieux en mieux, et ensuite, tac, on bifurque du trauma à l'opportunité et on en fait un jeu. J'ai l'impression que quand tu parles du trauma, c'est un petit peu comme si derrière le trauma se cache peut-être notre plus grande force, et que en fait le trauma nous révèle une peur, une faiblesse, en fait. C'est la première chose qu'on voit, c'est une faiblesse. Ouais, mais je pense que c'est un excellent révélateur de la prédominance du moment. Parce que j'ai pas toujours réagi comme ça face au trauma. Il y a eu d'autres fois dans ma vie, peut-être moins importantes que ce cas de figure, mais j'ai pas toujours été dans ce mood de je me relève, hop, on y va. Non. Il y a des fois aussi où j'étais en mode victime, pourquoi moi, et c'est ok, en fait. Chaque événement est une expérience, est un apprentissage. Toutes les fois où j'ai pas su changer mon focus, ma façon de voir l'événement, j'étais en chemin, en fait. J'étais en chemin, tout simplement. C'est que c'était pas encore le moment. Mais quand tu le regardes avec, j'ai bientôt 40 ans, avec mes 40 années d'expérience, j'étais en chemin. Ce n'est pas un échec de rester, d'être traumatisé, d'être victime de quelque chose et de se sentir victime, parce qu'il y a être victime et se sentir victime. C'est pas une mauvaise chose. On est en chemin. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider les gens à sortir de ce mode de victime, à cet état de victime, parce que on peut rester des victimes à vie. J'entends une personne qui a été violée, ça a été une victime, oui, mais c'est différent d'être une victime, de se sentir encore victime de ce trauma. C'est ça. Et donc, c'est avec cette deuxième perception qu'on peut aller s'amuser et aller changer le regard des choses. J'adore. Vraiment, merci pour ce partage, parce que d'amener vraiment le regard, de s'amuser, le jeu dans des sujets qui sont souvent regardés avec tellement de révérence, de peur et de sérieux, ça fait du bien, parce que ça fait partie de la vie. On va tous y passer. Il y a vraiment tous à un moment ou à un autre. Donc, ça fait du bien de ne pas regarder ça comme étant le vilain monstre à essayer d'éviter, mais il existe des façons de transformer le trauma en opportunité et de s'amuser avec. C'est exactement ça. Ah là, merci beaucoup Hélène pour ce partage. J'ai vraiment adoré. Je vois que Delphine a un autre. Merci Hélène de partager les traumas. Je comprends maintenant les opportunités. Je suis tellement contente de t'avoir rencontré quelques minutes et je suis sortie de ce trauma grâce à toi. My God, je l'ai perçu différemment. Merci de ton témoignage, Delphine. Mais oui, elle m'a mis les larmes aux yeux tout de suite, moi. Moi, j'ai la chair de poule et tu vois, ça répond à ta question de tout à l'heure, Henriette, où tu me demandes est-ce que déjà on peut sortir d'un trauma quand on a déjà… Pardon, j'ai mon chat qui… T'inquiète pas, ça arrive presque tout le temps, ça. Et en fait, oui, il y a des fois, tu as besoin de peu de temps
Tu as juste besoin d'une prise de conscience, tu as juste besoin d'une révélation. Et c'est le cas de Delphine qui a réussi à voir quelque chose, elle a pris conscience, hop, elle a transformé. Voilà. Ça peut aller très, très vite. C'est ça. Très, très vite. Dès l'instant où il y a la conscience, en fait, les différentes étapes qu'on a mentionnées peuvent aller très rapidement. Très rapidement. Ouais. Merci Delphine d'avoir partagé. Et ça, c'est vraiment un magnifique témoignage. Merci à toutes, Marlène, merci Agnès, merci Marion, merci à toutes d'avoir été présentes pendant toute cette journée. Hélène, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce séminaire. Tu es un vrai modèle, je me félicite, je félicite la vie, je sais pas, mais les femmes extraordinaires que j'ai eu la joie d'interviewer, c'est une découverte en même temps, je découvre en même temps, même si j'ai fait des petites recherches. Mais de t'avoir là, en vrai, en train de parler avec toi, tu brilles, tu rayonnes et merci vraiment de nous transmettre cette expérience parce qu'elle est énorme, 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 énorme. Je me sens différente juste d'avoir eu cette conversation avec toi aujourd'hui. Merci à toi, Henriette. Merci vraiment de me donner l'opportunité aussi de parler de ça. C'est un pas en plus dans ma carrière de pouvoir aider les gens à s'amuser. Expériences. Donc, un grand merci à toi de me permettre de diffuser mon message. Oui, Sandrine brille, c'est formidable. Merci à vous toutes. Merci d'avoir fait cet événement vraiment un véritable succès. C'est pas terminé. Cette journée était extraordinaire. Mais on se retrouve encore demain pour d'autres conférences. Hélène, encore merci. Très belle soirée à toi. Merci à tout le monde. Et puis, on continue l'aventure demain. Merci à toutes les participantes et participants qui étaient présents. En tout cas, on vous lit. Hein. Moi, je vous lisais de temps en temps et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Merci à tout le monde.